Bonsoir, vous m'avez demandé une brève synthèse sur les valeurs des auxiliaires modaux, donc en 5-10 minutes ça va être assez caricatural, mais je vais essayer. Alors, nous allons commencer avec l'auxiliaire modal may. Donc déjà, faites attention, quel que soit le modal, quand vous avez à analyser un auxiliaire modal, vous devez déterminer s'il porte le marqueur du prétérit, et à ce moment-là, vous aurez affaire à might, qui est may plus ed, ou bien s'il porte le temps présent, et à ce moment-là, l'auxiliaire modal may apparaît sous sa forme may. Donc, may peut être soit radical, soit épistémique. Si je dis I may go to Paris at the end of the week, cela signifie perhaps I'll go to Paris. It is possible that I will go to Paris next week. Donc moi, énonciateur et asserteur de cette phrase, de cet énoncé, I may go to Paris next week, quand j'utilise may, j'évalue les chances de validation de la relation prédicative I go to Paris pour le repère temporel next week. Donc à partir du moment où on évalue les chances de validation d'une relation prédicative, on est dans un fonctionnement épistémique de l'auxiliaire modal may. En revanche, si par exemple j'autorise mon adolescent à emprunter ma voiture pour aller au cinéma ce soir, je vais dire quelque chose du genre You may use my car. You may use my car pourra être paraphrasé par It's possible for you to use my car. I allow you to use my car. Là, je ne suis pas en train d'évaluer les chances de validation de la relation prédicative. Je suis en train de dire que il est possible pour mon adolescent de mettre en relation le sujet you et le prédicat use my car. Donc j'indique que la mise en relation du sujet et du prédicat est possible, mais qu'il soit épistémique ou radical, à cette valeur de possible. Et dans cette valeur radicale de possible, on retrouve souvent l'idée de permission octroyée par l'énonciateur asserteur. Donc, you may use my car, ça veut dire que, de mon point de vue, la mise en relation du sujet you avec le sujet use my car est possible. Donc, on est bien au cœur de la mise en relation du sujet avec le prédicat. Nous avons donc affaire à ce qu'on appelle une valeur radicale de l'auxiliaire may. Alors, may aura des valeurs similaires, qu'il soit au temps présent ou au temps passé. Simplement, quand on est au temps présent, le moment d'énonciation, le moment où on parle, est le même que le moment de prise en charge de la possibilité contenue par le modal may. Quand on a l'auxiliaire modal may plus le prétérit, c'est-à-dire might, il faut essayer de comprendre pourquoi on a le marqueur ed et s'il marque une rupture temporelle ou une rupture modale. Mais ça m'emmène un petit peu trop loin pour que je vous l'explique ce soir. Donc, on se contente des valeurs de base, des auxiliaires au présent. Donc, may renvoie à une valeur de possible. Vous avez aussi can qui renvoie à du possible. Can aura essentiellement une valeur radicale. Il est extrêmement rare de rencontrer des emplois épistémiques de can, ou alors il est associé à une négation dans des contextes bien particuliers. Donc, en général, can a une valeur radicale. En général, can permet d'indiquer que la mise en relation du sujet avec le prédicat est possible, soit parce que le sujet en a les capacités, soit parce que c'est l'objet qui rend possible, l'objet du verbe qui rend possible la mise en relation du sujet avec le prédicat, ou encore parce que les circonstances rendent cette validation possible. Donc l'exemple le plus connu, c'est I can speak English. La mise en relation de I avec speak English est possible précisément parce que j'ai les capacités de parler cette langue. Donc on renvoie aux capacités du sujet, le possible vient de mes capacités propres, quand je dis I can speak English. Donc can
Valeur de possible paraphrasable par It's possible for me to speak English. I have the necessary knowledge. Maintenant, une fois qu'on a vu may et can, il faut s'attaquer à must. Donc must, de la même manière que may, peut avoir soit un fonctionnement épistémique, soit un fonctionnement radical. Donc, si je trouve must dans un énoncé tel que she's late, she must have missed her bus, dans ce cas-là, je vais pouvoir paraphraser she must have missed her bus by it's probable that she missed her bus. Donc, autant may can renvoie de la possibilité, must renvoie à l'idée de probabilité dans son sens épistémique. Je peux paraphraser par it's probable that she missed her bus. En fait, je ne sais pas si c'est ça la raison ou pas de son absence, de son retard, mais je pense qu'il y a de grandes chances que ce retard soit dû à un bus raté. Donc, j'évalue les chances de validation de la relation prédicative she missed her bus. S'il y a évaluation des chances de validation de la relation prédicative, cela signifie que must, dans mon exemple, a une valeur épistémique. Vous entendez que cette fois-ci, pour avoir la valeur épistémique, j'ai utilisé l'aspect have an après must sur le verbe miss. J'ai dit she must have missed. Pourquoi est-ce qu'on a l'aspect have an? Et j'insiste sur le fait que c'est l'aspect have an et pas le present perfect ou le présent en have an, c'est seulement have an. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce have an? Pourquoi est-ce que j'emploie have an? Eh bien parce que la probabilité porte sur un événement antérieur au moment d'énonciation-assertion. C'est antérieurement à ce moment que le bus a probablement été raté et c'est ce qui fait que là, maintenant, tout de suite, je constate son retard, son absence. Donc, on parlera d'un have plus n à valeur d'antériorité par rapport au moment d'assertion qui se confond ici avec le moment d'énonciation puisqu'on est dans un énoncé présent. Must, cependant, a la même forme, vous le savez, au temps présent et au temps prétérit, mais il peut apparaître dans les deux types de contextes. Donc, on a fait may, on a fait can, on a fait must. Maintenant, il nous reste à attaquer shall et will. Alors, shall et will présentent une particularité, celle de souvent avoir en même temps les deux valeurs épistémiques et radicales. Alors, généralement, il y en a une qui est prépondérante par rapport à l'autre, mais il est rare qu'on ait une valeur de will, de shall purement radicale ou purement épistémique. Si je commence par will permet de faire des prédictions. Si je dis I will go to Paris next week, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé, cela signifie que je prédis la validation de la relation prédicative I go to Paris pour le repère postérieur à mon moment de prédiction, c'est-à-dire à mon moment d'assertion, qui se confond avec mon moment d'énonciation. C'est pour ça qu'on a le présent, I will. Et ce moment postérieur est identifié par at the end of the week. Donc ici, will a une valeur de prédiction, c'est-à-dire que j'évalue les chances de validation de la relation prédicative I go to Paris. Je pense qu'elles sont extrêmement probables vu que j'ai réservé mon ticket, j'ai réservé mon hôtel, il y a une journée d'études, donc il est extrêmement probable que la relation prédicative soit validée. Mais il peut arriver plein de choses et je peux notamment aussi rater mon bus ou mon train ou la SNCF peut être en grève, etc., etc., etc. Donc, on est quand même dans de l'épistémique puisque le futur n'est jamais certain. On considère généralement, alors après c'est discutable, mais on considère généralement que la valeur épistémique, que la valeur de will ici, la valeur de prédiction de will est une valeur épistémique. Maintenant, will a aussi une valeur radicale qui permet de renvoyer aux caractéristiques du sujet qui permettent la validation de la relation prédicative. Will permet de renvoyer aux caractéristiques du sujet qui permettent la mise en relation du sujet avec le prédicat. Et déjà, quand je dis I will go to Paris at the end of the week, la prédiction s'appuie sur le fait que je veux aller à Paris.
Donc, c'est une caractéristique du sujet I. C'est un sujet animé, donc doué de volonté. On a une petite valeur radicale derrière la prédiction. La prédiction s'appuie sur le fait que j'ai envie d'aller assister à cette journée d'études. Vous allez avoir parfois des valeurs radicales prépondérantes, notamment quand will est associé à une négation, quand on dit the car won't start, qu'on va traduire par la voiture refuse de démarrer, eh bien on personnifie la voiture et on lui donne la volonté de refuser de valider la relation prédicative the car start. Alors, il y a un petit sens de prédiction, puisque si elle refuse de démarrer, ça veut dire qu'elle ne démarrera pas ni dans 5 minutes, ni dans 10, ni dans 20. Mais la valeur radicale est prépondérante, ce qui fait l'absence de mise en relation du sujet a car avec le prédicat start, c'est l'absence de volonté de la voiture de démarrer. Donc, on compare en fait la voiture à une sale bestiole qui essaie de nous empêcher d'aller au travail le matin. Donc ça, c'est pour will. Would m'emmènerait un petit peu trop loin, je ne vais pas vous le traiter. Par contre, je vais vous parler de shall. Alors, shall est très peu utilisé maintenant au présent. Vous allez en trouver quelques-uns avec valeur de prédiction, comme pour will, sauf qu'avec shall, il y a une plus grande valeur d'engagement. I shall do it, c'est plus fort que I will do it. I shall do it, je m'y engage. You shall do it, ça voudrait dire que moi, je m'engage à ce que vous validiez une relation prédicative. Je vais veiller au grain. Mais généralement, vous ne trouvez pas shall au temps présent. Vous trouvez shall plus ed, c'est-à-dire should. C'est souvent should qu'on vous demande d'analyser. Et c'est le fameux should souvent de conseil. Donc, quand vous avez le should que vous appelez le should de conseil, ayez bien conscience qu'en fait, vous n'avez pas affaire à la valeur épistémique de shall, mais à la valeur radicale. En effet, qu'est-ce qu'un conseil? Eh bien, un conseil, c'est ce qu'on appelle un ordre désactualisé. Si je dis you should do that, j'essaie de faire pression sur vous pour que vous validiez la relation prédicative you do that. Je ne suis pas en train d'évaluer les chances de validation de la relation prédicative. Je suis en train de vous dire que de mon point de vue, la mise en relation de you avec do that est nécessaire. De mon point de vue, c'est un point de vue subjectif encore une fois puisque c'est un auxiliaire modal. Donc valeur radicale ici, mais je n'asserte pas au moment d'énonciation, je ne dis pas you shall do that, qui reviendrait à m'engager à vous faire valider pour le futur cette relation prédicative. Donc, ce serait un ordre. On serait très proche du thou shalt not kill biblique, qui est l'ordre de Dieu aux hommes de ne pas tuer. You should do that, c'est un ordre désactualisé. Donc, le ED ici a une valeur de rupture modale entre le moment d'énonciation et le moment de prise en charge du modal. Je ne le prends pas en charge à mon moment d'énonciation pour désactualiser, rendre moins réel l'ordre que je vous donne et le transformer en fait en conseil. Mais on a essentiellement ici la valeur radicale de should. Et should parfois peut avoir une valeur épistémique quand vous dites des choses comme he should have arrived by now, he should have arrived by now. Vous regardez votre montre, vous savez qu'il vous avait dit qu'il partait à 5 heures, il en a pour 3 heures de voyage, il est 8h30, donc vous n'êtes pas complètement sûr, d'où le prétérit modal de rupture entre votre moment d'énonciation et le moment où vous prenez en charge la prédiction, mais vous faites la prédiction que normalement, de votre point de vue, s'il n'a pas rencontré de problème en cours de route, eh bien, la relation prédicative he arrive devrait être validée. C'est une prédiction, mais vous ne savez pas si c'est vrai ou pas. Donc, on a une prédiction avec shall, et comme il y a absence de certitude, vous ne pouvez pas l'affirmer,
on se place sur un plan fictif, c'est pour ça qu'il y a le marqueur ED. Donc là, je suis allée extrêmement vite, c'est extrêmement caricatural. Encore une fois, je vais vous conseiller, mais là, vous n'avez plus le temps pour le CAPES, mais si vous voulez en savoir plus sur les auxiliaires modaux, j'ai vraiment consacré plusieurs chapitres très détaillés avec beaucoup d'explications, beaucoup d'exercices, des analyses de l'interaction de ED avec Chal, avec May, etc. Des analyses des auxiliaires modaux à l'intérieur notamment des phrases complexes. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous reporter à mon ouvrage qui s'appelle Linguistique énonciative, paru en 2018 aux presses universitaires de Rennes et qui vous en apprendra beaucoup plus que cette vidéo qui est vraiment le minimum vital à savoir pour le concours qui arrive mercredi et jeudi, le concours du CAPES externe. Bon courage à tous et à très bientôt.